Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Je vous accueille dans la seconde journée de ce forum. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et merci d'ici à Abu Dhabi pour cet accueil, merveilleux accueil. Mais commençons avec l'agenda de cette journée. On va commencer avec une assemblée plénière. Après, on passe à une pause café, puis à l'atelier de travail. Et dans l'après-midi, on revient ici pour deux séances plénières et les remarques de clôture. Et à la fin de cette journée, il y aura un transport vers vos hôtels. Et il y aura un bus pour vous porter au Louvre à Abu Dhabi. Donc, commençons cette journée. J'invite à la tribune Monsieur Sébastien de Courtois, qui sera l'animateur de cette séance. It's an honor. It's an honor for me to lead today's first plenary session on the question of when protecting cultural heritage. Semble maintenant une évidence, mais cela n'a pas toujours été le cas pendant des décennies. Puis nous avons assisté à la destruction des Bouddhas de Bamiyan, celle des mausolées soufis de Tombouctou et du temple de Bel à Palmyre. Nous avons réalisé que le patrimoine pouvait être visé directement comme des symboles de dialogue entre les cultures et des symboles de cohabitation. Nous savons que ces monuments ne sont pas que des pierres, mais la trace d'une histoire ancienne, une continuité avec nos ancêtres, quels qu'ils soient, et surtout un repère pour les générations à venir. Nous savons aussi que la différence entre patrimoine matériel et immatériel peut être remise en question. Nous l'avons entendu hier matin. Nous allons échanger sur ces questions, celles de l'anticipation des besoins de préservation, que ce soit aussi les questions de mémoire orale, la question des langues vivantes, la nécessité d'inventaire et d'une documentation. Car le patrimoine a aussi d'autres ennemis que la guerre, un urbanisme mal contrôlé, l'ignorance, donc le manque d'éducation, et enfin les crispations identitaires. Pour évoquer l'ensemble des sujets, I would love to call on stage Mrs. Aparna Tandon, please, Mrs. Krista Picat, Monsieur Vincent Cayolle, s'il vous plaît, Monsieur Sotos Ktoris, on peut les applaudir effectivement, Monsieur Jaikongir Kaidarov, Ali Tunjai from Cyprus, and Seshka Mihailovic. So, our first panelist this morning will be Aparna Tandon. Le premier, donc le premier, donc la première speaker pour cette journée est Miss Krista Pika. Donc, et les membres de cette ANA, c'est de 138 membres, mais et qui a pour mission la transmission des valeurs. S'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, Monsieur Sébastien, et bonne journée pour vous tous. Je tiens à commencer à un peu illustrer ce que la question principale de cette séance est que l'héritage, la conservation de l'équitage est une discussion et sur l'identité et toutes les valeurs reliées au patrimoine. J'aimerais commencer avec une question à vous tous. Est-ce que être capable de jouer de la musique et de poser des selfies devant des monuments historiques, est-ce que c'est un symbole de paix?
dans les négociations de paix, quel est le sentiment, quelle est la forme de la paix ou quel est le sentiment envers la paix pour les gens sur le terrain, pour les communautés dont on a mentionné hier. Donc, que ce soit en Syrie ou en Kosovo, les familles et la communauté expérimentent toujours des efforts renouvelés pour la paix et d'être capables de passer quelque temps, de faire de la pique-nique sur un site historique. Et aussi, je viens de Palestine où je parlais, où je passais que j'ai rencontré quelques personnalités des communautés où on m'a demandé si c'est faisable de passer du temps de pique-nique ou de temps de loisirs sur un site historique. Donc, quel est le symbolisme de ces sites ou de ces monuments? Et ce sont des symboles de force, de symboles d'identité de corrélation et de relation avec l'un l'autre. Donc, le monument, ce ne sont pas des symboles statiques dans le temps, mais il sert à établir et à créer de nouvelles sens et pour des différents groupes pour d'une façon continue reconstruire leur identité et à revivre des éléments du passé dans le présent et de créer le futur. Donc, protéger et restaurer les monuments historiques, les monuments physiques détruits par les conflits, c'est une obligation et c'est notre obligation de les protéger. Mais le lien et cette trait d'union entre les actions et les résultats anticipés, c'est un peu le résultat dont on doit chercher et il faut analyser cette relation complexe entre l'héritage et le patrimoine, les conflits et la paix, comme a signalé Bénédicte hier dans la session plénière. Donc, le manque de patrimoine est aussi c'est une tâche qui s'y rend difficile pour pouvoir conserver la paix. Et c'est un peu l'élément commun dans tous les dans cette forum. Donc, nous avons une obligation d'assurer une intervention dans le domaine, dans le secteur du patrimoine pour ne pas endommager la paix, mais pour consolider les efforts pour pouvoir restaurer la paix. C'est pour cela, et comme on a un intérêt dans la conservation et le maintien de la paix, ça nécessite beaucoup plus de ressources et aussi des critères pour pouvoir mesurer l'efficacité des efforts de conservation et aussi dans les temps de conflit et aussi à conduire à lancer des interventions pour cette conservation. Donc, en 2020, on a aussi on a lancé un programme de capacité d'adaptation avec la collaboration de Alif et de Centre des études sécuritaires basées en Genève et aussi et ça a été nommé l'Alliance pour le First Aid culturel et pour le maintien de la paix et la capacité d'adaptation pour le patrimoine culturel dans les temps durant les crises. Et cette mission de ce programme est de pouvoir lutter contre les changements climatiques et la conservation des patrimoines en temps de guerre et ça nécessite d'engager des experts et des citoyens et on a conduit des formations sur le terrain et
en ligne pour assurer aussi des formations des formateurs. Donc, on a utilisé des instruments pour aider les professionnels à pouvoir agir et prendre des actions durant les conflits. Et ce qu'on a introduit dans ce programme est un instrument d'évaluation de la conservation de la paix. C'est un instrument unique, mais cette huile est efficace en termes de conservation de cette balance, de cet équilibre entre les obligations de maintien et de la paix, et aussi les obligations de conservation. Et pour pouvoir aussi pallier les dynamiques du conflit et à identifier les causes du conflit et leur effet sur le patrimoine. Aussi, les questions des exercices et les instruments sont disponibles en ligne et en langue arabe grâce à du projet mené avec Alif, avec le support d'Adir, et aussi essayons de diversifier les contextes de lutte contre ou d'action dans les régions ou dans les moments de conflit. Et aussi, ça renforce l'idée que l'accès au patrimoine et jouir de ce patrimoine est l'un des droits de l'homme, et soit ça en ligne avec l'approche de Guatemala qu'on a formulée là-bas, et que utiliser et de créer des cas d'études pour consolider les relations entre l'héritage et les citoyens. Cet instrument peuvent être disponibles en ligne, comme on a déjà signalé. Mais un autre instrument qui a été introduit aussi est comme on l'appelle Insight, et ça a été appliqué en Géorgie et en d'autres places. C'est un instrument pour évaluer les capacités et l'analyse des besoins, et cet instrument est efficace pour mesurer la capacité d'adaptation et aussi comment le protéger les monuments et engager contre les changements climatiques et engager les citoyens. Donc, c'est un instrument autonome et qui est disponible aux gens vulnérables avec de la formation, et qui peut être considéré comme une solution directe formulée par Alif. Donc aussi la formation après le conflit aussi a pour mission de sauvegarder les monuments et de croître leur capacité d'adaptation. As a résultat de cet instrument, on a lancé 60 projets dans Pakistan, Irak, Yémen et d'autres places, et à travers ces projets, de 20 facilitateurs culturels aident les experts et les professionnels dans ces différents pays. Et on a plus de 60 volontaires des citoyens qui se sont engagés. Et on a aussi rétabli le niveau d'intervention à travers de ces décisions. Donc, on a lancé un projet en Yémen qui est axé sur la sauvegarde et la protection des différents monuments dans le pays, et l'engagement des communautés locaux a été visible, alors qu'en d'autres projets en Irak qui a été documenté comme
Mosul Songs. Ces chants de Mossoul en Irak est accessible à travers le téléphone et en ligne, et ces chants sont témoins du passé du Mossoul. Donc ce sont des danses et des chansons traditionnelles. Aussi en Mali, on a utilisé les ressources naturelles et la performance de ces chansons et a donné l'occasion pour la communauté d'interagir entre eux, et aussi de créer une certaine interaction entre les générations. Et comme résultat de ce projet avec Alif, on a pu documenter certaines de ces performances et de ces chansons, et les registres sont conservés dans le musée du pays. Donc, en termes de l'aide initiale apportée, ce projet qui a été documenté dans cette publication et qui s'appelle l'histoire d'un changement. En parallèle, il y a du projet de l'Alliance pour la paix et la capacité d'adaptation. Il y a un autre programme qui adresse les catastrophes, le trio catastrophe qui a passé en chez professeur Machiko Kameliama, qui est une psychologue clinique et qui a essayé d'étudier ou de faire des recherches sur la façon et la manière dont la conservation des monuments et des patrimoines peut assainir ou peut aider à la récupération ou à la guérison des victimes de trauma. Donc, et aussi, comme j'ai dit, l'effet et c'est ce projet comprenait la formation de 3 équipes qui est localisée dans 3 différentes places dans le pays. Et je tiens à souligner que le concept donner de l'action au mettre en œuvre tous ces concepts nécessite le support, le soutien, et on a besoin davantage d'investissement pour mettre de ces projets qui consolident le lien et l'interaction entre les communautés locales et aussi le programme d'Alif. Merci beaucoup. Continuons maintenant avec Chrissa Picat, qui représente l'UNESCO ce matin. Votre programme est la culture dans les urgences. Et dans les dernières 10 années, vous avez travaillé dans l'Asie centrale, dans différents niveaux, en Almaty, au Kazakhstan et à Tachkent aussi. Et vous vous occupez de tous les projets qui sont financés par Alif dans le nom de l'UNESCO. Pour faire une petite parenthèse, votre secrétaire général, votre directeur se trouve aujourd'hui à Mossoul. Nous allons bien sûr parler aussi sur Mossoul. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout d'abord quels sont les outils que met en œuvre l'UNESCO et quelle est sa stratégie? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour à tous. L'UNESCO est un centre d'éducation qui est établi après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons vraiment, notre mandat est de bâtir la paix. La constitution de l'UNESCO commence lorsque, disons, la guerre est dans l'esprit. Et pour cela, la défense de la paix doit être faite. Notre mandat principal est de bâtir la paix
Et la communauté internationale, après la Deuxième Guerre mondiale, a senti qu'il était important d'établir cette institution pour travailler dans l'éducation, la science et l'éducation en faveur de la paix. Et cela montre bien sûr le lien que la culture contribue à la paix. Cela a été le travail de notre organisation dans les dernières années. Nous avons bien sûr des instruments normatifs, différentes conventions qui couvrent différents aspects de la culture. Et c'est les accords internationaux et qui sont des valeurs et des standards dans le domaine de la culture. Nous avons été très actifs dans la promotion de ces normes sur le plan international et dans le cadre aussi des négociations des ODD pour reconnaître la valeur de la culture, pas uniquement comme, disons, quelque chose qui a un aspect de loisir, mais que la culture soit au cœur du développement et qui soit le lien entre l'aspect humanitaire, économique et du développement durable. Et il en ressort de la conférence ministérielle organisée au Mexique au mois de septembre, où 150 pays se sont rassemblés et ont déclaré que la culture est un bien public. Et dans cette déclaration aussi, il y a un paragraphe sur l'importance de la culture dans les cas d'urgence. L'UNESCO fait la promotion de la culture dans ce contexte. Et aussi, nous sommes engagés sur le contexte opérationnel en travaillant avec nos différents partenaires qui sont présents ici. Nous avons aussi des projets très intéressants en partenariat avec ALIF au Mali pour reconstruire les villages dans Bandiagara. Un autre projet en Afghanistan dont nous avons vu le témoignage hier de cet homme qui disait dans quelle mesure le minerai représentait pour sa communauté et cela faisait partie de leur identité et de leur histoire. Et nous travaillons aussi en Irak, comme vous avez dit, et notre directeur général se trouve en Irak, bien sûr, actuellement. Je dois parler de cette initiative qui a été lancée par notre directeur général juste après la libération en 2018. Et cela prouve l'action de l'UNESCO dans ces situations d'urgence où nous n'essayons pas uniquement de reconstruire les bâtiments pour bien sûr offrir aux communautés l'accès à leur patrimoine culturel et à leur histoire, mais aussi nous reconnaissons l'autre dimension de la culture, comme par exemple l'aspect non matériel, l'aspect de patrimoine vivant des communautés. Donc, nos interventions qui sont très étendues, je crois que nous avons dépensé 200 millions de dollars qui ont été financés par l'Union européenne et les Émirats arabes unis, que je souhaite remercier ici, mais aussi les projets financés par ALIF qui concernent une maison de prière. Ce qui est très important, et lorsque nous reconstruisons des villes qui ont eu un aspect multiculturel dans tout au long de l'histoire, nous essayons de faire apparaître cet aspect multidimensionnel, multiculturel, et en impliquant les différentes communautés. C'est pour cette raison que nos interventions veillent à la reconstruction de mosquées et d'églises, et le projet ALIF. Donc, cette reconstruction de maisons de prière dont je parlais veut que ce bâtiment devienne un centre de communauté pour des activités culturelles et d'éducation. Nous avons aussi œuvré
pour rétablir les communautés. Et comment le faire? C'est lorsque vous leur donnez la chance de s'engager culturellement pour qu'ils aient un lieu de prière, un lieu d'interaction, un lieu de dialogue, car ceci apporte une cohésion sociale et donne une opportunité de dialogue et aussi de réconciliation. Et c'est pour cela que nous nous centrons pas simplement dans l'éducation, mais aussi dans la culture. Et nous le faisons par le biais d'interventions de Cash for Work que nous avons multipliées dans d'autres consorts et d'autres zones de conflit, car nous pensons qu'il faut travailler avec les communautés. Les formations que nous fournissons vont rester, ce sont des projets qui vont être durables. Et ce que nous faisons, nous permettons que les jeunes aient des moyens de vie et des revenus, et cela booste l'économie des pays. Bien sûr, lorsque l'on parle d'éducation, nous parlons aussi de la connaissance de l'histoire, la connaissance des villes. Ces villes ont toujours été multiculturelles et elles sont très fières de cela. Et je veux finir en disant que j'ai travaillé pendant très longtemps dans l'Asie centrale. Et dans l'Asie centrale, ce n'était pas une zone, disons, de conflit ou d'urgence, mais le fait que cette région a toujours été au carrefour des cultures, cela nous a fait toucher du doigt cet aspect. Et nous nous sommes centrés, avec le soutien de l'Union européenne, dans le projet de la route de la soie pour justement renforcer les capacités et pour protéger le patrimoine, et en particulier les patrimoines mondiaux de l'humanité. Et aussi, nous voulions promouvoir le dialogue dans tous ces pays autour de ce patrimoine commun. C'était un aspect très important, ainsi que dans le développement du tourisme. Bien souvent, nous voyons que vraiment le tourisme est le moteur qui nous permet d'utiliser la culture pour justement développer cette promotion économique de la culture. Et en reconnaissant le retour sur investissement, cela nous permet d'aider aussi les communautés et de leur offrir un moyen de subsistance. En développant, comme j'ai dit précédemment, cet aspect multiethnique et multiculturel et transmettre aussi aux jeunes générations cette fierté sur leur région et qu'ils puissent ainsi saluer la diversité qui existe. Merci beaucoup, Krista. Peut-être vous pourriez nous parler du projet Faire revivre l'esprit de Mossoul qui a été lancé en 2018. Je vois qu'il y a une mosquée qui a été sous restauration et des bâtiments historiques aussi. Oui, tout à fait. C'est ce dont je parlais. Pour nous, un des défis de Mossoul était que pas uniquement les bâtiments étaient démolis, mais aussi les communautés ont abandonné la ville. Donc, il était très important pour nous de ne pas simplement nous centrer sur les mosquées et les églises, mais aussi de faire revivre le centre historique. Et c'est pour cette raison que nous avons restauré 225 bâtiments historiques. Grâce à l'aide des communautés locales, cela nous a permis de faire travailler les plus jeunes en transmettant justement ces compétences. Merci beaucoup, Krista. Vincent? Oui. Bonjour. Bonjour Vincent. Prenez le temps de mettre vos temps de mettre vos casques. Vous représentez l'Œuvre d'Orient, donc qui est une organisation non gouvernementale française qui est très ancienne, plus de 160 ans d'activité. Peut-être un premier mot pour nous présenter ce qu'est l'Œuvre d'Orient, ensuite son action, et peut-être une troisième question sur l'éveil à la question du patrimoine qui n'était pas dans les sujets d'origine. Vincent. Oui, merci. L'Œuvre d'Orient a été créée en 1856 par deux professeurs à la Sorbonne, des mathématiciens, qui se sont émus des massacres intercommunautaires qui avaient lieu à ce moment-là dans le Mont Liban et à Damas. Et depuis lors, force est de constater que cette activité ne connaît pas de répit.
Et donc nous sommes en effet toujours actifs au Moyen-Orient, en particulier pour le soutien aux communautés chrétiennes, à savoir dans la réalisation de leurs missions, qui sont au service de toute la communauté. Et c'est ce que nous faisons donc depuis maintenant plus de 160 ans. Ce qui peut caractériser l'action de l'œuvre d'Orient, c'est une proximité avec ces communautés, avec un angle qui est peut-être un peu atypique, c'est-à-dire que nous rencontrons surtout les communautés religieuses, les communautés chrétiennes, et nous bâtissons avec eux des relations de fidélité. Je veux dire par là que nous pouvons soutenir un orphelinat tenu par des religieuses en Haute-Égypte depuis 80 ans. Les montants ne sont pas forcément toujours très importants, mais elles savent que tous les ans, elles peuvent compter sur un soutien régulier. Voilà. Donc nous sommes une organisation française, nous vivons essentiellement de dons de particuliers. Nous avons 80 000 donateurs en France et nous avons un réseau européen, un bureau à Bruxelles. Et bien sûr, nous sommes très heureux de travailler avec des organisations publiques ou privées, en particulier ALIF, avec qui nous sommes partenaires depuis le démarrage. Voilà. Nous avons 8 projets avec ALIF, en Érythrée, au Liban, en Irak, pour à peu près 3,5 millions d'euros. Vincent Cailleul, si je puis me permettre, le réseau est un réseau des églises orientales, mais les communautés qui bénéficient de cette aide et de ce soutien sont des communautés qui appartiennent à toutes les religions, parce que les écoles sont fréquentées de manière très large par une diversité. Oui, bien sûr. C'est souvent la mission d'ailleurs des communautés chrétiennes dans cette région, c'est d'être au service de tous. Les écoles sont en effet un exemple très caractéristique. À Gaza, il y a 3 écoles chrétiennes qui sont fréquentées à 99% par des non-chrétiens. Et c'est pourquoi effectivement l'enseignement est vraiment notre principale mission, en tout cas notre mission historique, parce que cet enseignement construit la paix de demain, ce qui est le sujet de cette table ronde. Et en effet, nous soutenons à peu près 400 écoles au Moyen-Orient. Alors peut-être un mot maintenant sur ce qu'on appelle la mosaïque de Mossoul, qui est un sujet qui vous tient à cœur personnellement et plus précisément aussi pour l'œuvre d'Orient, où vous avez réussi à trouver de nombreux partenariats. Dites-nous quelques mots sur les actions principales. Oui, alors la mosaïque de Mossoul est un projet qui a démarré il y a quelques années avec ALIF. L'idée étant effectivement de restaurer des monuments emblématiques, des lieux de culte emblématiques dans la ville de Mossoul. Et à ce titre-là, ALIF a rassemblé un certain nombre d'acteurs. L'œuvre d'Orient est en train de reconstruire 2 églises anciennes, remarquablement belles, dans le centre-ville de Mossoul dévasté. Et puis il y a aussi 2 autres organisations, il y a Archimédia et puis la Guilde, qui sont d'ailleurs dans cette salle aujourd'hui, qui reconstruisent 2 mosquées. Voilà, l'idée étant de se dire, mosaïque bien sûr, représente les différentes communautés. Je crois qu'ALIF avait même l'intention de reconstruire peut-être d'autres lieux de culte, d'autres confessions, qui suivront peut-être plus tard. Pour notre part, nous avons 2 églises anciennes que nous reconstruisons, que nous démarrons, avec bien sûr les difficultés inhérentes à ce type de projet, à la fois scientifique et puis administrative. Mais je voudrais remarquer aussi que voilà, l'œuvre d'Orient, ce n'est pas son métier de départ en fait. Donc nous sommes venus au patrimoine par le fait que nous aidions historiquement les communautés de cette région et que par conséquent nous avons été amenés, bien sûr depuis 2011, à les aider de manière beaucoup plus spectaculaire, matériellement et dans leur patrimoine. Et aujourd'hui, le patrimoine représente une part importante de notre activité à l'œuvre d'Orient, singulièrement dans le nord de l'Irak. Est-ce que ce sont les églises elles-mêmes, c'est-à-dire les communautés locales, qui vous ont appelé, qui vous ont sensibilisé à cette question du patrimoine? Oui, bien sûr. Nous travaillons tous les jours avec les communautés du nord de l'Irak. Les communautés ne sont pas très loin de Mossoul, hein. Elles sont à 20 km de Mossoul. Elles sont à Erbil, qui n'est pas loin non plus, à 80 km. Et elles attendent, depuis la périphérie de la ville, de pouvoir revenir chez elles. Alors, nous avions déjà reconstruit 2 églises qui ont un moindre intérêt patrimonial pour les plus grandes communautés qui sont les Syriaques et les Chaldéens. Mais cette fois-ci, vraiment, elles attendent de pouvoir revoir leurs belles églises historiques qui
plonge dans le plus grand, dans l'Antiquité. Je dirais, je suis à l'Antiquité de l'Église, le démarrage de l'Église. Voilà. Dernière question, Vincent Caillol. Quelles ont été les difficultés du début? Comment on développe finalement un nouveau mode opératoire en quelques mois, peut-être quelques années maximum? Eh bien, il nous faut acquérir de la compétence, c'est ce que nous faisons, à la fois en interne et puis également avec des experts. Donc nous avons repris des architectes experts, hein, par exemple l'architecte qui a restauré le mausolée de Marbenham, qui n'est pas loin, à une vingtaine de kilomètres de Mossoul. Cette compétence, elle s'adjoint aussi bien sûr de compétences locales. Il y a de remarquables ingénieurs en Irak, il y a de remarquables architectes et des entrepreneurs. Et nous avons été amenés à les rencontrer, à les sélectionner pour faire en sorte que tout soit fait exactement comme il faut. Je voudrais ajouter aussi une chose, c'est qu'évidemment, quelqu'un a dit hier que nous ne reconstruisons pas un décor. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a peu de chrétiens à Mossoul aujourd'hui qui sont restés. Tout ça n'a pas d'importance, nous voyons l'avenir. Il se trouve que par nos activités, nous connaissons bien quelques religieuses. Une communauté qui s'appelle les Petites Sœurs de Jésus. Ça n'a pas d'importance, mais c'est les religieuses qui se sont inspirées de la vie de Charles de Foucault. Et leur mission est, en tant que religieuses, de vivre au milieu des musulmans. Et il se trouve que cette communauté religieuse qui était exilée à Erbil, je suis revenu sur le site de leur maison juste après la libération. Et elles ont vu le tas de pierres qui était leur maison. Et évidemment, elles se sont lamentées de cette situation. Et puis elles ont commencé à recroiser des voisins. Et les voisins leur ont dit, bah alors, mes sœurs, quand est-ce que vous revenez? Et voilà, je suis heureux de voir que finalement, elles sont revenues à Mossoul, et puis qu'elles recommencent leur travail de connaissance mutuelle et d'appréciation mutuelle entre les communautés. Merci beaucoup. Avant de continuer sur notre prochain sujet qui est Chypre, nous allons regarder un petit film. We will have a short film about Cyprus now. An agreement reached between Greek Cypriot and Turkish Cypriot leaders under the auspices of the United Nations in 2008 paved the way for the Technical Committee on Cultural Heritage. Dedicated to the promotion and protection of Cyprus's cultural heritage, the Technical Committee continues to provide mechanisms for the preservation and restoration of cultural heritage in Cyprus today. The committee believes that protecting cultural heritage is an integral part of the ongoing process of broadening areas of cooperation between Turkish Cypriots and Greek Cypriots, which can most effectively be achieved through joint efforts. The fruits of this cooperation have resulted in the completion of 88 projects by the Technical Committee, with the support of the United Nations Development Programme. In addition to the European Union, the largest donor of the committee, various donors from the island also contribute to the ongoing work of the Technical Committee. Thanks to these valuable partnerships, numerous churches, mosques, fountains, archaeological sites, parts of the Nicosia walls, the fortifications in Famagusta, and hammams were conserved. Located all across Cyprus, these monuments and sites are a testament to the shared heritage of the island. So far, more than 7,000 Greek Cypriots and Turkish Cypriots have been involved in the realization of the committee's projects, leading to increased cooperation and collaborations. Each project of the committee has been an opportunity to build confidence, foster trust, and achieve joint results. Many civilizations have passed through Cyprus, which has a history that exceeds 10,000 years. The traditions and customs of all these civilizations live with us through our monuments. They are an integral part of the cultural heritage and richness of this island. As members of the Technical Committee, we acknowledge the responsibility of preserving and sustaining this richness
so it can be handed over to future generations. And we are proud to be able to promote through such a valuable endeavor. We believe in the spirit of cooperation, and with this spirit, we are determined to work in harmony to continue contributing to our island's cultural richness. Whatever we divided destroy, united and together we restore for a multicultural and peaceful Cyprus. The work of the Technical Committee does not end with the conservation of monuments and sites. It continues by providing opportunities for the engagement of the Turkish Cypriots and the Greek Cypriots, especially involving the youth of the island of Cyprus. Through strong partnerships, shared vision, and combined strength, the Technical Committee on Cultural Heritage will continue achieving its goals. Nous avons 3 intervenants qui vont nous parler du Chypre. Yakonkir Karnodev de l'UNDP. Donc, Sotos, vous n'étiez pas sur le film, c'était votre prédécesseur qui était sur le film. Je voudrais vous poser la première question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est ce contexte de comité technique qui a été développé à Chypre? Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous donner quelques informations historiques en Chypre. Depuis les années 1960, il y a un conflit politique et pour la plupart de cette période, l'attitude parmi les Chypriotes grecs et turcs était de s'accuser mutuellement pour la destruction du patrimoine historique. Et derrière cette dispute, il y avait une tactique. L'évolution du problème chypriote a eu des grandes conséquences sur le patrimoine de l'île. Comme la vidéo la montre, en 2018, les deux leaders ont reconnu cette réalité et ils ont reconnu que ces politiques confrontationnelles ont mené à la destruction de la plupart des monuments de l'Est. Et cette réalisation a permis l'établissement de ce comité qui était le premier effort conjoint pour justement aborder ce problème de destruction du patrimoine. Et cela constitue vraiment un grand changement dans cette approche de confrontement de le passé. Pas simplement parce que cette manière d'instrumentaliser la culture, mais parce que cet patrimoine est devenu un mécanisme de coopération, de bâtiment de la paix et de réconciliation. Lorsque nous avons établi ce comité en 2008, les paramètres principaux étaient d'établir un mécanisme efficace où toutes les décisions principales étaient prises par consensus. Cela a été essentiel. Deuxième point était d'avoir partagé une vision commune de l'héritage du patrimoine commun, c'est-à-dire que tous les monuments représentaient l'histoire et sans aucune distinction, cela faisait partie d'un patrimoine commun pour toutes les personnes habitant sur l'île de Chypre. Et le troisième point était d'isoler nos processus des négociations politiques, ainsi pour éviter des applications négatives politiques qui allaient bien sûr apparaître pour la résolution d'un problème international très compliqué qui était présent pendant plus de 60 ans. À mon avis, nous sommes arrivés à nos objectifs en 2008. Nous avons établi le comité en 2010. Nous avons l'Union européenne a soutenu notre travail et en 2012, nous avons commencé la mise en œuvre des projets sur le terrain. Et jusqu'à quand 123 monuments ont été restaurés. C'est un chiffre très important qui inclut des monuments, bien sûr, religieux qui ont une grande importance pour les Chypriotes, des sites aussi archéologiques et laïques.
mais cela ne se limite pas à la préservation des monuments. La contribution principale de ce comité est de sensibiliser parmi les citoyens sur les monuments et surtout créer, essayer de détruire justement ces idées préconçues. Je sais que vous travaillez sur des projets d'éducation avec des écoles pour visiter différents sites et expliquer ces processus de réconciliation, mais aussi de connaître la culture de chaque site. Quelle serait votre recommandation pour les personnes qui peuvent être présentes ou qui peuvent défendre votre modèle? Je sais, vous n'avez pas le mot succès, mais vraiment, ce comité est vraiment un succès. Concentrate on the technical approaches in order to avoid political implications. To show patience, you can only achieve long-term results by being patient. To be flexible, to understand the position of your co-members in the committee from the other community, to be able to see their challenges as well, to see their problems and act accordingly in a constructive manner, not to publicize negative developments, never. This undermines the legitimacy of the whole project in the society. To engage communities in order to address the issue of sustainability and the very important issue of maintenance as well. And in general, to try to use this mechanism not only for the preservation of monuments, but in an effort to challenge dominant, intransigeable, and nationalistic narratives on the public sphere is very important as well. Thank you. Jack Ongear, you represent UNDP in Cyprus. Your participation is essential to that process because you are the facilitator of the whole process. So can you explain us, technically speaking, how it works and what is your vision of the technical committee and the future of the heritage in Cyprus? Thank you, Sebastian. First of all, thank you very much for the organizers and inviting. I think it's a great opportunity. As you know, UNDP works in 170 countries. It's a leading UN agency on international development. We work in three main areas, which is sustainable development, democracy and peace building, where this, our support to technical committee falls, and climate and disaster resilience. Specifically in Cyprus, our work is to support the work of the committee. This is our paramount goal, to enable them to deliver on the promises and also to bring more reconciliation and promote dialogue and build confidence. UNDP, in addition, what we bring is we bring our know-how and signature solutions, basically bringing expertise. Des experts, de l'expertise et pour apporter du soutien dans plusieurs domaines dont on a déjà mentionné dans l'ingénierie et aussi la conservation et le changement climatique et tout ça. Donc, et aussi comment pouvoir conserver ou sauvegarder les valeurs importantes pour l'homme en général. Donc, on se concentre de plus en plus sur, et notre projet sont financés par le Conseil européen et l'Union européenne. Donc, et Alif et nous sommes nous remercions pour vous et pour votre équipe et pour le rôle d'Alif. Donc, notre mission est de regrouper les communautés locaux et de la conservation autour des monuments et du patrimoine. Et si le patrimoine culturel reste le point déterminant dans tout ça qui est important pour l'histoire, la future des générations à venir, et ce qu'on laisse ou ce qu'on passe aux générations du futur est très important. Et je me
référer seulement au patrimoine puisque nous travaillons dans des époques d'après des crises et des conflits et ça un peu on doit aller au-delà de ce qu'on doit faire durant les crises et les conflits. Mais je crois que aussi le rôle des CRC, on travaille avec CRC durant les conflits, mais il faut être capable d'agir ou de prendre des actions durant et après les conflits pour s'assurer à ce que ces patrimoines passent sains et sauf aux générations nouvelles. Donc, vous voulez inspirer aussi la Croix-Rouge internationale. Oui, ce qu'on fait durant les conflits est très important et il faut aussi préparer des scénarios pour l'époque qui vient après le conflit et je crois que c'est une discussion très importante. Une autre question à propos de Chypre, quand vous êtes allé à Chypre, vous n'avez aucune information, vous vous êtes enseigné sur le terrain et vous avez travaillé sur d'autres conflits après l'époque qui suit la fin de ces crises, de ce conflit. Je crois qu'on ne voit pas où il y a une promesse politique, une adhésion politique aussi, et la confidence, aussi où les communautés sont prêtes à interagir, à prêter la main et s'engager. Donc, voilà un peu, c'est le rôle aussi des Nations Unies qui a facilité tout ça. Donc, cette combinaison est très importante et sur aussi le niveau du coût des projets au Chypre, puisqu'il y a des projets qui sont axés plus sur les objectifs à long terme de pouvoir maintenir la paix ou de réaliser la paix. Donc, on a besoin de ces parties prenantes pour pouvoir combiner tous ces efforts et pour réaliser nos objectifs. Ali Tounjai, vous représentez le comité technique depuis le début et plus de 5 ans, plus de 15 ans déjà. Vous êtes qu'est-ce que vous constatez du point de vue de votre expérience personnelle? Comme mes collègues ont déjà mentionné, il y a toujours ce jeu de rejeter la faute ou de jouer le jeu du blâme. Donc, je crois on n'aboutirait nulle part. On n'adresse pas ce problème. Dans le cas de Chypre, on reçoit plus de formations que d'autres peut-être. Par exemple, il n'y avait aucune distraction par d'autres parties dans ce travail sur les monuments. Donc le problème est l'abandonnement, peut-être par les populations locales ou le manque de maintenance. Donc après 50 à 60 ans, et sans maintenance, on peut imaginer facilement quel sera le destin de ces monuments. Donc, dès le début, on a essayé d'assimiler ou d'appréhender le problème. Et aussi le terrain, les villages, les montagnes, donc d'assimiler le problème, de comprendre le problème. Et on a
Et il y a plus de 500 monuments abandonnés. Donc, il y a bien des monuments séculaires qui nécessitaient notre attention. Et il faut donc construire cette compréhension, aussi l'évaluation de la situation des monuments. Et d'une façon initiale, au début, il fallait avoir des financements et il n'y avait aucun. Donc, durant 3 ans, on tournait en cercle et on essayait de maintenir les fenêtres et les portes. Mais heureusement, 9 à 10 nations européennes se sont volontariées pour financer la construction de ce monuments. Donc en 2000, en 2010, on a réussi à maintenir à propos de 300 monuments. Donc, et ça a été un peu notre début. Parlez un peu du projet et des projets qui sont financés par ALIF dans notre Amagusta, donc dans votre ville natale. Et je sais que Chypre est sur la Méditerranée, mais il y a aussi ces problèmes. Il y avait cette reconnaissance internationale. Il y avait d'autres administrations qui n'est pas reconnue sur le niveau international. On n'était pas capable, comme Turc cypriote, d'apporter du financement. Et Famagusta, ma ville natale, était victime de cela. Donc, on a réussi à maintenir les murs et les églises médiévales. Et grâce avec l'aide d'Alif, on a pu réaliser tout ça à Augusta. On a décidé de se concentrer au accès de notre travail sur 2 monuments. Sur l'église, il y a un monument qui date de l'ère ottomane, et aussi donc on a ce qu'on a fait là-bas, et avec la contribution des donateurs et d'Alif, on a une étude de conservation pour un peu gérer la situation et arrêter la destruction ou la chute de cet monument. C'est un monument très intéressant. Il a été d'origine une basilique, puis il a été transformé par les orthodoxes en église orthodoxe, puis pris par les Ottomans, et il a été transformé en mosquée. Donc, il y a beaucoup d'influence de ce monument sur la population. Donc, on a mené à mieux ces travaux, et on a réussi à sauver cet important monument, et les effets ont été très importants sur la culture en Chypre turque. Merci. On a quelques minutes toujours pour parler davantage, puisque vous représentez l'Odessa ou la Roba Nostra. Vous êtes allé en Chypre plusieurs fois. Quel est votre aperçu quel est votre opinion sur la situation là-bas? Je serai toujours, quand j'entends ces récits ou ces histoires, et je pense toujours quel ingénieux
qui est l'ingénieur qui a nommé ce comité comme le comité technique, mais parce qu'il y a plus, qu'il y a quelque chose qui va au-delà de la technicité dans ce comité, puisqu'elle joue le rôle d'un pont entre les cerveaux et le cœur des Cypriotes dans ce pays. Donc, et aussi ça un peu supporte et promeut le rôle des prestiges et du patrimoine pour l'humanité et de la meilleure façon et de continuer à pallier ces difficultés je suis toujours fier d'être part de tout cela et d'assurer cette harmonie entre et aussi ce comité doit recevoir un grand prix pour son rôle. Donc je dirais que je suis aussi heureux d'entendre Valérie qui a lancé cette initiative au niveau européen et on donné célébrer et donner le pouvoir de l'exemple, de montrer le pouvoir de l'exemple en soutenant en faisant à ce que l'Union européenne soutient nos efforts et aussi on a les efforts à Sarajevo qui doit être aussi qui doit être applaudi et qui va donner le prix de cette lutte à conserver le musée en Sarajevo. Les équipes là-bas ont travaillé pour 3 ans sans recevoir grâce au support, au soutien de Dalif. Je crois que c'est un bon exemple comment l'organisation Onopa-Ostra, qui n'est pas une fondation, mais comment elle a réussi à octroyer des fonds pour pouvoir mener à bien ces projets. Tous ces projets doivent doivent recevoir des prix puisque 7 de ces projets sont axés sur des monuments en danger de chute ou de destruction. Donc aussi, il faut avoir, à Mostar, il y a un cimetière aussi qui a reçu et qui célébrait la lutte ou la guerre antifasciste dans l'ancienne Yougoslavie. Donc, il y a bien des exemples, un tas d'exemples aussi au niveau de l'Europe où Alif, je crois que l'Europa Nostra peut joindre ses efforts avec Alif pour réaliser la différence. Donc, ce qui concerne l'Europa Nostra, c'est un monument qui est en voie de restauration et il est sujet à un programme de restauration. Il y a d'autres aussi, il y a le paysage culturel qui est aussi important à parler. Je crois aussi que le patrimoine immatériel ou le patrimoine moral doit être pris en considération puisqu'il y a toujours une variété en ce point. Quand on parle de monuments et de sites, il y a l'environnement qui autour de ces monuments est très important. Et en Europe aujourd'hui, comme en d'autres coins du monde, il y a les monuments sont en danger, bien sûr, mais le côté moral ou le patrimoine moral est aussi important. Mais en temps de paix, le paysage immatériel est aussi en danger et il faut assurer la durabilité. Puisqu'ils ne sont pas durables, ils ne sont pas, ils ne reçoivent pas le soutien à standard élevé qu'ils déservent. Donc, tout le paysage européen, et non pas dans les milieux urbains, mais aussi dans les milieux
non urbains. Donc, il y a bien des paysages qui sont sur la liste des milieux en danger, comme en Roumanie, et le paysage du minier, le paysage minier aussi en Roumanie, et aussi les mines d'or, le paysage des mines d'or aussi. Et il y a bien des organisations civiles qui aussi ont contribué. Et ces sites ou ces paysages sont aussi sur la liste, maintenant sur la liste, ont été inscrits sur cette liste des milieux en danger. Donc, en une minute, parlons du patrimoine. Je crois que vous êtes concentrés aussi sur ce niveau. Je crois que je connais l'effort de mes collègues de l'Ukraine et en Prague ou Vishvanka qui célèbre la journée où cette NGO qui a reçu un prix. Donc c'est un exemple extraordinaire de cette capacité d'adaptation de mes collègues et des peuples ukrainiens avec cette sentiment de fierté, et cela inclut aussi un paysage, ça décrit un paysage plus élargi, et ce sont des études que j'assimile, je comprends aussi. Donc apporter de médicaments aux blessures, aux vies endommagées. J'ai un rêve que aussi il y a une initiative soit lancée pour construire un musée dans cette ville, et qu'il y aura une exhibition sur l'importance de la blouse de Vyshyvanka. Et aussi c'est un message pour Alif, puisqu'on est si fiers qu'on ait qu'être un partenaire et un membre de la famille, et la famille je les appelle Valérie et les camarades, la tribu de Valérie et de ses camarades. Donc, et ce qu'on peut faire ensemble davantage, et pour présenter ou pour démontrer que la paix est ne seulement pas à court terme, mais à long terme, pour aider à apporter de l'aide aux populations, et avec un budget qui est le nôtre aujourd'hui. Il faut aller au-delà. Quel est le prix de ces bâtiments qui aident à maintenir la paix? Et ça, je crois que le prix est encore plus grand. Donc, je crois qu'ensemble, on peut réaliser tout cela. On peut être activiste, plus d'action. Et je crois, grâce à l'Union européenne, on peut avoir plus de soutien, apporter plus de soutien, et pour qu'on mène plus d'actions à bien. Solidarité, c'est le mot-clé pour moi. Merci à vous tous pour cette séance formidable. Maintenant, nous passons à la pause café, et merci bien. Merci.